Mais cette pression de sommeil, elle peut être aussi impactée par des substances qu'on a tendance à prendre, comme par exemple juste la caféine en fait. Avec certaines personnes qui ont des problèmes de sommeil, faire des exercices de respiration trop techniques, avec vraiment pour but de s'endormir, ça va avoir un effet contre-productif parce que la personne va rechercher une sorte de performance. Ils ont mesuré en fait 2 boissons, une avec de la caféine et une sans caféine. Les boissons avaient exactement le même goût, c'est indiscernable. Tous les participants quasiment préféraient la boisson avec de la caféine. Il y a des études qui ont montré qu'un peu plus de lumière de soir, ça permettait d'allonger un petit peu la nuit et de repousser un petit peu légèrement l'endormissement. Bienvenue dans Corps et Conscience. Aujourd'hui, nous recevons Ewen Hervé pour parler du sujet central de la santé, c'est le sommeil, le pilier le plus important. Ewen est un ingénieur qui a appris à la dure que sans sommeil, on ne fait pas grand-chose. Il travaille dans le conseil, a frôlé l'épuisement et a décidé de s'intéresser à son sommeil. Après avoir fait pas mal de recherches, consulté des médecins, il a décidé de se concentrer là-dessus et aujourd'hui, c'est un spécialiste du sommeil. Il va donc pouvoir nous partager tous ses conseils pour pouvoir optimiser votre sommeil. Ewen, merci d'être ici. Est-ce que tu es prêt à nous partager tous tes conseils pour améliorer son sommeil et sa longévité? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir, Benjamin. C'est un plaisir d'être avec toi et d'échanger sur ces sujets. Et moi, ça me passionne, donc toujours prêt à vous partager des conseils. Super. Donc toi, à la base, tu es ingénieur, pas du tout dans le domaine du sommeil et aujourd'hui, tu es concentré à fond sur le sommeil. Tu aides des personnes à optimiser leur sommeil, améliorer leur sommeil, mais pas avec des conseils. Enfin, il y a les bases évidemment, mais on va beaucoup plus loin que dans le basique avec ce que tu fais. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu tout ce qui t'est arrivé pour en arriver à te spécialiser sur le sommeil? Ouais, exactement. En gros, moi, je suis de formation ingénieur. J'ai fait une classe préparatoire et après une grande école d'ingé. Et en fait, donc j'ai fait le parcours classique d'un ingénieur. J'étais dans le conseil. J'ai bossé, j'étais un peu plus commercial dans le conseil que vraiment ingénieur. Mais ensuite, voilà, j'ai voulu un petit peu continuer à travailler, sauf que je me suis heurté aux difficultés qu'on reçoit tous quand on commence à travailler. C'est des énormes horaires. En conseil, c'est facilement des semaines à plus de 50 heures. Et plus ça, quand on essaye de faire ça, de bien faire ça, avec de la bonne énergie, qu'on essaye d'avoir de la forme pour continuer à faire du sport, et en même temps qu'on essaye de sortir quand même pour voir ses amis, ça fait beaucoup. Et à la fin, en fait, rapidement, semaine après semaine, avec les dettes de sommeil qui s'accumulent, ça fait trop, enfin, on se rend compte que ça fait trop. Et donc moi, c'est pour ça que petit à petit, je me suis intéressé au sommeil. Je me suis intéressé à déjà savoir comment avoir plus d'énergie et toutes les réponses, en fait, même pour mieux performer dans mon travail ou dans mes activités sportives, me tournaient vers le sommeil. Et donc c'est pour ça que je me suis de plus en plus renseigné sur le sommeil et les rythmes circadiens, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis lancé là-dedans. Quand j'ai compris un petit peu tout ce qu'il y avait, tout ce monde-là et tout ce qui était possible de faire et comment moi j'avais déjà amélioré ma condition, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec tout le monde, quoi. Ah bah carrément, super de l'avoir partagé. Et donc toi, dans le conseil, qu'est-ce que tu faisais exactement? Comment ça se passait? En gros, moi j'étais ingénieur d'affaires dans une société de conseil qui s'occupait de l'intelligence artificielle en fait, pour les grandes entreprises. Ok. Et donc c'est beaucoup d'heures en fait, beaucoup de meetings, beaucoup de réunions, beaucoup de moments au téléphone. Donc en fait, c'est vraiment des moments où tu es concentré parce que tu échanges avec des personnes qui sont entre guillemets haut placées dans d'autres entreprises. Et donc, tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. Donc voilà. Super. Et entre ce que tu faisais à ce moment-là et ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères? Ma vie aujourd'hui, parce que en fait, j'ai découvert que vraiment ça me passionnait, parce que c'était pas hyper passionnant fondamentalement le conseil. C'est intéressant, mais moi ça n'a pas été ma passion. Et en fait, je me suis beaucoup plus rapproché de mon domaine d'ingénieur et de ma formation d'ingénieur en bossant dans le sommeil, paradoxalement, que en bossant dans le conseil en ingénierie dans une boîte qui avait un domaine qui était très ingénierie, hein, autour de la data, appliqué au métier. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche en fait de ce domaine-là de l'ingénierie parce que je fais de la recherche scientifique. Je crée des applications, je crée des outils pour améliorer notre sommeil et ça me permet aussi de partager ça avec ma communauté, quoi. Super. Comment est-ce que tu t'es lancé au début dans le sommeil? Parce que
le sommeil en soi, il n'y a pas vraiment de formation. Donc il y a des médecins du Oui, sommeil. voilà, ça, il y a les médecins. Mais médecins du sommeil, du coup, les mecs, après, ils font 11 ans et leur spécialité Exactement. après là-dedans. Ouais, exactement. Et sinon, il n'y a pas de diplôme Mm. comme diététicien en 3 ans où on connaît Ouais. la nutrition. Mm, Donc, mm. comment est-ce que tu t'es lancé dans le sommeil? Comment est-ce que tu t'es formé pour après Mm. partager tes connaissances? Et ben en fait, moi j'ai fait beaucoup de lectures de livres déjà en premier temps. Des livres d'experts en fait, que ce soit français ou américains, enfin internationaux quoi, j'ai envie de dire plutôt. Beaucoup de lectures de livres donc, beaucoup de recherches et de lectures d'articles scientifiques. Parce qu'en fait, moi je faisais des vidéos, et donc, enfin je fais toujours des vidéos, et je fais des vidéos sur souvent un sujet particulier, par exemple l'endormissement, ou par exemple euh, voilà, une technique même particulière pour s'endormir. Quand je vois qu'il y a un article scientifique qui est paru, par exemple, sur une technique particulière pour s'endormir, et justement, je profite de cet article scientifique pour me dire, ok, comment ça peut s'appliquer à la vie courante, et souvent d'ailleurs, les chercheurs ont déjà fait une partie du travail. Donc moi, c'est juste comment est-ce que je parle au mieux de l'article scientifique pour ma communauté. Donc moi, c'est un peu c'est plus de la vulgarisation scientifique, et le thème, c'est le sommeil. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, petit à petit, je me suis de plus en plus renseigné. J'ai regardé voilà, beaucoup d'échanges avec des experts. Et donc voilà. Super. Et aujourd'hui, tu en as fait ton métier, donc il y a la partie vulgarisation et tu proposes aussi des accompagnements pour optimiser ton sommeil, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. J'ai commencé déjà à accompagner du coup des premières personnes. Et j'ai des super retours sur le sommeil. Donc l'objectif, c'est vraiment pour des personnes qui en font beaucoup, comme c'était moi mon cas à l'époque, ça va être de réussir à changer leur quotidien et avoir plus d'énergie au quotidien en dormant mieux et aussi en faisant les meilleures actions possibles dans leur quotidien pour avoir la meilleure énergie tout au long de leur quotidien. Et voilà, j'ai des personnes qui sont passées de dormir 2-3 heures à dormir 5-6 heures et ça change, voilà, on passe de la nuit au jour, quoi, littéralement. Et tu as mis quoi en place pour aider donc 2-3 heures, c'est insomnie. Ouais, c'est de Plus grosses la insomnies. personne se dit, bon, petit dormeur, ça va. Et Mm. tu as mis quoi en place pour passer de ça à un vrai sommeil de qualité Ouais. En fait, déjà, c'est plusieurs choses combinées, hein. Forcément, c'est toute une approche, toute une méthode. Déjà, ça passe par des tests de sommeil pour voir en fait quel est le problème de la personne. Mm. Je fais une batterie de tests du sommeil, encore une fois, qui sont sourcés, qui sont très utilisés dans les études scientifiques, en fait, qui permettent d'évaluer l'insomnie, la somnolence. C'est des tests que tu fais faire à la personne avec une application? Ouais, c'est des tests que j'ai créés, que j'ai créés, je ne les ai pas créés, mais du coup, je les ai utilisés, je les ai mis en forme sur Internet, sur un site Ok. Internet. Donc moi, il y en a sur mon site Internet, donc que vous pouvez déjà accéder tous. Et, donc ça, Et comment on les fait? en fait, c'est des petits questionnaires où on répond. En Ah, fait, c'est juste un questionnaire. ouais, c'est juste Ok. un questionnaire en fait où on répond. Et Ok. ça nous permet de nous donner voilà, déjà une meilleure estimation, en fait, une estimation chiffrée. Et aussi, ça permet d'avoir un comparatif avec une grosse base de données parce que beaucoup de personnes ont déjà fait ces tests-là. Donc on peut mesurer, en fait, on peut estimer en fait quel est le réel problème de la personne déjà, un petit Ok. peu comme ça. Et après, on va analyser de manière fonctionnelle quel est le problème en fait du coaché en fait que j'ai. Quel est son problème? Et donc par exemple, il va me dire, voilà, moi j'ai du mal à m'endormir ou je me réveille au milieu de la nuit. Et donc là, on va essayer de creuser quelles sont les habitudes, qu'est-ce qu'il fait, quel est son comportement, quels sont aussi comment il se sent, quelles sont ses émotions à propos de ce problème-là qu'il a. Et on va essayer de venir un petit peu déconstruire tout ça et lui expliquer que des fois, peut-être, il y a des choses qu'il pense être vraies, qui ne sont pas vraies, qui sont dues en fait aux croyances communes, et d'autres qui sont peut-être vraies, du coup, sur lesquelles il faudra peut-être un peu plus s'appuyer, et ainsi de suite. Donc, voilà. Hmm. Donc, tu fais un petit questionnaire Mhm. avec la personne, ensuite tu analyses et tu lui donnes des recommandations par rapport à ça. Est-ce que tu fais une partie analyse avec des applications comme on peut avoir Mhm. qu'on laisse tourner la nuit et qui traquent un peu notre sommeil en fonction des bruits? Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a des applications qui font ça sur les téléphones. Non, j'utilise pas ça, c'est trop peu précis.
Ok. À la limite, ça peut être intéressant pour détecter des apnées du sommeil. Enfin, pour supposer si on a des apnées du sommeil, si on dort tout seul et qu'on n'a pas de compagnon, ça peut être un bon outil pour ça, parce que si on voit qu'il y a 30 minutes de ronflement ou même 45 minutes, ou bah, ils peuvent même dire aujourd'hui peut-être s'il y a des symptômes d'apnée du sommeil, voilà, du coup on peut s'inquiéter et aller voir un médecin. Puis c'est plus facile d'avoir juste son téléphone que de mesurer sa saturation en oxygène Voilà, toute la nuit. ouais, exactement. Et puis voilà, au moins ça ne demande pas d'acheter un anneau ou une montre en plus. Et donc voilà. Et un truc que j'ai pas précisé dans mon accompagnement, c'est que toujours avant en fait même de commencer un accompagnement avec quelqu'un, c'est que je vérifie que la personne n'a pas des symptômes médicaux, parce qu'il y a des maladies comme l'apnée du sommeil justement, qui sont vraiment médicales et qui se corrigent très bien en fait par la médecine, quoi. Et donc pour le coup, d'abord c'est la première étape vraiment de ce que je fais, parce que bah c'est pas moi mon métier, et donc forcément je redirige vers les professionnels agréés, quoi. Ok. J'ai fait un petit peu d'apnée du sommeil moi cette année. Mhm. Et en fait, juste avec des exercices de mobilité de la langue, Ouais, c'est passé. Juste ça, parce que ma langue était un peu trop paresseuse. oui, bah oui, exactement. Et en la remusclant, en la redynamisant, ça l'a fait. Et il y a 2 ans, par contre, j'ai eu un gros souci. Moi, c'est que j'ai eu les cornets inférieurs inflammés, végétation inflammée et Ok. déviation de la cloison nasale que j'avais de croissance. Mhm. Donc ça faisait beaucoup. L'air ne passait quasiment plus par mon nez et je me suis retrouvé en fait à respirer que par la bouche pendant Ah oui. 1 an, le temps de me faire opérer, Ah ouais, ok. avec tout le temps qu'on a en France pour aller voir les Ouais, bons c'est ça, spécialistes. Honnêtement, j'ai pas un bon souvenir de cette année. C'était une Ouais. année où je respirais que par la bouche, c'était très désagréable, je dormais moins bien, j'étais fatigué. Donc le sommeil, franchement, ça joue énormément. Ouais. Maintenant, toi, c'est quoi les plus grandes découvertes que tu as pu faire sur le sommeil et les points qui sont selon toi les plus importants que tu as découverts au cours de tes lectures? Pour tout le monde, pour monsieur tout le monde, entre guillemets. De manière générale, qui vont revenir chez des personnes qui ont un mauvais sommeil. Bah, en fait, ce qui va revenir, et même en fait, ce qui s'applique à tout le monde, en fait, quasiment, c'est la régularité. Beaucoup de personnes essayent de dormir assez en termes de nombre d'heures, parce qu'on se dit si je suis fatigué, c'est que j'ai pas assez dormi. Mais en fait, si je suis fatigué, c'est souvent que je dors à des horaires très irrégulières et que mon corps n'est pas habitué à un rythme constant, et donc en fait, il sait pas quand me donner de l'énergie et quand, à l'inverse, me laisser récupérer pour mieux récupérer justement pour le lendemain. Et donc on travaille vraiment sur la régularité avec mes clients. Et même en fait, voilà, dans mes conseils que je donne sur ma page Insta, c'est le point, je pense, que j'ai le plus appuyé, c'est la régularité. Donc mettre une horaire de réveil fixe tous les jours, y compris le week-end. C'est le plus important. Je montrerai cet extrait de vidéo à ma compagne parce que je la traumatise un petit peu avec ça. En fait, moi, je me couche tous les soirs à 22h. Enfin, je dors tous les soirs à 22h30. Je me lève tous les matins entre 6h30 et 7h. Ok. Et tout le temps, toute la semaine, même le week-end. Ouais. Et quand je change, je me dis, bon, c'est un jour maximum pour éviter justement de me dérégler. Et je suis à fond là-dessus. Bon, après, ça fait très longtemps que je suis habitué comme ça. Et pour moi, c'est un des points fondamentaux, effectivement, du sommeil qui joue, j'ai envie de dire, quasiment le plus. Après, un truc que je vois beaucoup, moi, de mon côté, parce qu'avec mes clients, bah, on travaille aussi sur le sommeil, c'est les écrans de type scroll le soir. Oui. La télé, j'ai envie de dire, ça va, parce que c'est statique, c'est plus éloigné. Mais les gens qui scrollent sur leur téléphone le soir, ça, c'est quelque chose qui revient dans les difficultés qu'on a par rapport au sommeil. Et après ça, tu as quoi comme autres conseils principaux, choses qui vont revenir que tu peux observer? Donc il y a ce conseil vraiment quasiment le plus important de la régularité. Et après, en fait, il y a toute une batterie de conseils qui vont s'en suivre. La régularité, ça joue énormément sur le rythme circadien, et ça permet aussi d'aider à créer une bonne pression de sommeil pour le soir. C'est-à-dire d'avoir assez envie de dormir, parce que si on se réveille tous les jours, par exemple à 7h, supposons, et bah, à 23h, ça va commencer à faire une longue journée, on va avoir envie de se coucher. Ça fera 16h, donc naturellement, on a envie de se coucher. Donc ça, c'est vraiment la pression de sommeil. Mais cette pression de sommeil, elle peut être aussi impactée par des substances qu'on a tendance à prendre,
comme par exemple juste la caféine en fait, que tout le monde prend aujourd'hui. Et il y a de la caféine partout, dans toutes les boissons quasiment, parce que c'est une substance excitante et même qui nous rend un petit peu addicts légèrement. Une boisson. Il y a eu beaucoup de tests où ils ont fait les tests où ils ont mesuré en fait deux boissons, une avec de la caféine et une sans caféine. Les boissons avaient exactement le même goût, c'est indiscernable. Et tous les participants quasiment préféraient la boisson avec de la caféine. Et en fait, aujourd'hui, on est bombardé de caféine et souvent les gens ne savent pas comment bien gérer cette caféine. Et une façon assez simple de se dire comment je la gère, c'est de se dire j'arrête de prendre une boisson caféinée après 14 heures. 14 heures, c'est la date limite, enfin l'heure limite en tout cas. Et le matin, bon, je peux y aller pour faire simple, dans la mesure du raisonnable. C'est-à-dire maximum 5 cafés, déjà c'est quand même beaucoup 5 le matin. 5 c'est. Mais j'en connais qui Oui, prenaient, j'en ai vu qui tournaient au café. Ah ouais, sur ça, vraiment 14 heures, je dis la même chose. Et après le matin, je dis 1 heure après le lever pour que le cortisol ait le temps de monter naturellement. Maintenant, le café, moi, personnellement, je ne consomme pas du tout de caféine. Vraiment, Ouais, j'en consomme ok. jamais. Si j'en consomme, c'est vraiment exceptionnel. Et par exemple, même le pré-workout, j'en prends pas. Ok. Donc, j'ai vraiment ce regard-là sur la caféine que c'est quelque chose qui vient dérégler notre cycle naturel de cortisol et de mélatonine, qui n'a pas d'intérêt. Maintenant, effectivement, ça va permettre de masquer la fatigue et ça peut être intéressant dans certains cas, Mhm. mais en dépendre au quotidien, pour moi, c'est pas une bonne chose et j'ai cette vision-là. Maintenant, évidemment, avec Ouais, avec je, une je personne comprends, qui ouais. dépend, qui boit du café depuis 20 ans, j'essaie même pas de changer. Ça, il n'y a pas, y a pas de C'est ça, sujet. c'est ça. Mais ça va être de réduire et d'optimiser. Oui, le plus important, c'est juste. Déjà, dans un premier temps, c'est même pas en fait de venir changer l'habitude de boire du café. C'est juste un peu réorganiser l'habitude et se dire, bon, tu peux boire, si tu buvais 4 cafés dans la journée, tu peux boire les 4, mais c'est les 4 le matin. Et c'est pas, voilà. Tu peux boire autant de caféine, mais juste les placer à différents moments parce que la caféine prend vraiment extrêmement longtemps à partir du corps. Ça prend jusqu'à 48 heures pour éliminer quasiment 99,9% de la caféine. Ça prend jusqu'à 48 heures. Mais bon, pour éliminer 80-90%, ça peut prendre 16 heures environ. Donc c'est quand même très long. Et même en prenant 3-4 cafés, même en s'arrêtant à midi, le soir, quand on va se coucher, on a toujours un petit peu de caféine dans le sang. Maintenant, la caféine, par rapport à ce que tu as dit, ça ne va pas exactement interagir, enfin, modifier ou perturber la mélatonine ou le cortisol. Mais en tout cas, c'est plus que ça va en fait enlever une partie de la pression de sommeil et ça va. La pression de sommeil, en fait, c'est l'adénosine et ça va justement bloquer les Les récepteurs de récepteurs l'adénosine. d'adénosine, ouais. Ouais, Mais exactement. quand on bloque les récepteurs d'adénosine le matin, Mhm. le pic de cortisol naturel est diminué, est impacté. Et donc, C'est léger, en fait, il y a eu beaucoup de. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sujets à un moment sur ça, sur les réseaux. Mais en fait, à y regarder de plus près, du coup, je me suis pas mal intéressé. Et c'est pas si important que ça. Ok. Moi aussi, je pensais que c'était très important d'attendre vraiment 1 heure Ok. avant. Et donc aujourd'hui, finalement, Et en fait, ça je compte suis pas un peu tant que ça. revenu en arrière. Et puis Ok. même, en fait, par rapport à ce qu'on sait, le pic de cortisol, dans tous les cas, il est énorme dès qu'on prend de la lumière. Ou en fait, le pic naturel de cortisol, en fait, est énorme de base le matin. Et en fait, c'est pas le petit café ou quoi qui va en fait vraiment avoir une assez grosse, je dirais un assez gros effet pour changer ça. D'accord, donc le plus important finalement, c'est le café le matin jusqu'à 14 heures. Ouais. On s'en fout du moment jusqu'à 14 heures. Ouais, Et par contre, pour le cortisol, pour avoir un pic naturel, aller prendre la lumière naturelle exactement. et le froid aussi. La lumière naturelle ou pas naturelle, hein, d'ailleurs. Oui. Là, on a des gros spots dans la tête, ça Voilà, marche le exactement. matin. Ouais, non, mais exactement, oui. En vrai, Moi, le matin, je m'expose à cette lumière-là parce c'est pas mal, qu'aujourd'hui, il hein. n'y a pas de lumière et ensuite, je vais à la salle. Ouais. Dans la salle, bon, il n'y a pas tant Non, de lumière que ouais, ça. y a pas tant que ça. Et cette lumière-là, elle est puissante et elle me Ouais, permet ça fait de le bien taf, me hein. réveiller le matin et je me la mets 10 minutes dans la tête, ça aide à bien se réveiller. Bah, à y voir, à mon avis, elle fait plus que 10 000 lux. Là, Elle là, est je la vois, puissante. là, je la vois, elle est puissante. Elle fait, à mon avis, surtout que je suis loin, elle fait, à mon avis, plus que 10 000 lux. Et c'est ce qu'on veut pour une lampe de luminothérapie. Parce qu'en fait, il faut vraiment beaucoup de lumière pour quand même le matin activer et lancer
accélérer le pic de cortisol plutôt, et vraiment venir complètement stopper la sécrétion de mélatonine, et même venir la libérer du sang, entre guillemets. Et justement, c'est ce pic de cortisol-là, et voir la lumière qui va aider à faire ça. Super, hyper intéressant. T'as quoi comme autres conseils qui peuvent être un peu moins connus? Un peu moins connu, ce qu'on peut mettre en... Enfin, bon après, j'ai envie de dire c'est un peu connu, mais mettre en place une routine le soir pour se calmer, en fait c'est plus... Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut avoir une routine très précise et des actions. Et en vrai, moi j'ai un petit peu mes actions précises parce que voilà, je n'ai pas de problème avec ça. Et je pense que pour certains c'est super. Mais en fait, c'est pas tant le besoin d'avoir une routine extrêmement précise, c'est plus le besoin d'avoir une routine qui nous permet de nous calmer de manière générale. Donc pour certains, en fait, ils vont avoir besoin de faire tout le temps les mêmes actions et faire des actions qu'ils connaissent et voilà, ça les calme. Et pour d'autres, en fait, il n'y a pas spécialement de routine définie, mais le simple fait de lâcher les écrans, forcément 1 heure à l'avance, lâcher les écrans, prendre un livre ou voilà, faire des activités qui nous font plaisir. Ça peut être tricoter, hein, si on aime bien tricoter, ou dessiner, ou peindre. Rien que ça, c'est des super activités à faire avant de se coucher, quoi. Personnellement, je lis, mais c'est ce que je recommande en Ouais, général. ça, c'est très bien. Revenir à la lecture, je trouve que c'est pas mal, ça calme, ça permet d'aider le cerveau à penser à autre chose Ouais, par rapport à la journée. Et quand on est pris par le travail, du stress, on va dire, quotidien, je trouve que c'est vraiment quelque chose de simple à faire. Après, pour moi, l'idéal, ça va être des exercices de respiration, je trouve, mais c'est contraignant finalement. Parce qu'il faut se dire, bon, je me pose, je fais des petits exercices, 10 minutes, et je trouve que c'est plus difficile de mettre en place cette routine-là que la lecture. La lecture, on se pose, on prend un bon livre, Ouais, c'est c'est assez vrai. facile à mettre en place. Oui, et puis en fait, il y a une différence entre la personne qui n'a pas de problème de sommeil, qui veut juste éventuellement un peu améliorer son sommeil, et la personne qui a des problèmes de sommeil. Hmm. Et avec certaines personnes qui ont des problèmes de sommeil, faire des exercices de respiration trop techniques, avec vraiment pour but de s'endormir, ça va avoir un effet contre-productif parce que la personne va rechercher une sorte de performance, hein, avec un objectif de s'endormir en faisant l'exercice. Et ça va pas avoir un effet calmant parce que c'est une personne qui, souvent, enfin voilà, s'il y a des problèmes de sommeil, elle redoute un peu le sommeil, elle sait pas si elle va avoir la capacité de s'endormir ou pas. Et donc là, ça peut causer des problèmes. Par contre, pour des personnes qui n'ont pas de problème de sommeil, oui, si faire un exercice de respiration, ça les aide, c'est top, ça c'est super. Et oui, lire, c'est pas mal. Et le seul petit défaut de la lecture, c'est qu'il ne faut pas lire un truc qui est trop intéressant. Parce que de la même façon qu'une série, un livre bien écrit, ça a tendance à nous faire nous mettre en attente un petit peu du prochain chapitre et on ne va jamais s'arrêter. Donc j'ai aussi connu des personnes qui avaient ce problème et en fait simplement lire un livre moins intéressant, ça aide en fait. Hmm. Et pour les personnes qui ont de gros problèmes de sommeil, qu'est-ce que tu recommandes et qu'est-ce que tu privilégies en général? Pour ceux qui ont des gros problèmes de sommeil, déjà, moi je leur recommande d'aller voir leur médecin généraliste parce que il y a peut-être. Alors les médecins généralistes ne sont pas les meilleures personnes, les mieux formées parce que c'est pas énormément dans leur formation, mais ça sera toujours mieux que rien d'aller voir le médecin généraliste. Et peut-être que le médecin généraliste va déjà rediriger vers un médecin spécialiste du sommeil s'il voit qu'il y a un vrai problème qui est lié au sommeil, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et après, en fait, éventuellement faire des tests médicaux s'il y en a besoin. Parce que voilà, le principal, c'est de voir s'il n'y a pas de vrai problème médical qui est caché derrière. Je pense que ça, le plus important. Et il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont touchées par l'apnée du sommeil. Et donc ça, pour le coup, c'est un truc qui touche tout le monde et qu'il faut régler quoi, le plus possible. Donc ça, je pense que déjà de base, si le plus de gens qui étaient touchés par l'apnée du sommeil étaient traités, ça résoudrait la majorité des problèmes de sommeil, franchement, que Pour toi, les beaucoup personnes ont. des personnes qui viennent te voir, c'est des problèmes d'apnée du Il y a, sommeil. il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, avec qui on échange une première fois en fait au téléphone, et je leur pose des questions, et souvent je leur dis, ah voilà, s'il y a des ronflements forts, si votre partenaire a remarqué que vous ronflez très fort et que des fois pendant la nuit vous arrêtez de respirer,
Et si je vois qu'il y a d'autres symptômes, enfin d'autres causes probables, hein, comme le fait qu'il soit en surpoids, qu'il ou elle soit en surpoids, ou voilà, qu'il y ait du gras au niveau du cou, ou même en surmuscle, je sais pas comment on dit, mais à l'inverse, un bodybuilder peut aussi avoir des risques d'apnée du sommeil parce qu'il y a trop de tissu au niveau du cou. Si je vois qu'il y a ces cas-là, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, peut-être que la personne devrait aller voir d'abord un médecin et pour au moins voilà, mettre ce cas-là. Si c'est le cas, bah, le corriger. Et si c'est pas le cas, bah, au moins on est fixé et on peut avancer, on peut aller de l'avant, quoi. Et t'as pas peur que le médecin se contente de donner des somnifères? Parce que ça, Euh, je l'ai déjà vu, moi. ouais, c'est vrai que les médecins peuvent juste donner des somnifères. Ouais. Il faut arriver en fait avec, bah, justement, moi je leur dis un petit peu d'aller voir le médecin avec vraiment pour objectif de dire que, voilà, qu'il pense faire de l'apnée du sommeil et de demander s'il peut faire un test d'apnée du sommeil. Et ça, Ok. il y a certains médecins, je crois, qui peuvent le faire eux-mêmes. Alors je me demande si c'est pas une formation qui est précise, qui est nécessaire en plus. Je m'avancerai pas, je suis pas médecin. Mais je sais qu'il y en a certains qui sont plus sensibilisés que d'autres forcément. Parce que c'est pas. Enfin voilà, moi j'ai eu une médecin dans mon accompagnement que j'ai aidé à mieux dormir. Et elle m'a dit qu'en fait, enfin voilà, elle parle pas pour tous les médecins, mais ils y connaissent pas grand chose au sommeil. En tout cas, ceux qui font généraliste, et même elle avait fait réanimation. En fait, ils n'ont pas beaucoup d'heures de formation sur le sommeil, et pourtant elle connaît très bien le corps humain, mais le sommeil c'est un truc à part quand même. Donc voilà. Et puis on peut pas tout connaître. Pour les médecins, en fait, c'est quand ils ont des appareils à pression positive, PPS, pression Ouais, positive j'ai plus le nom, l'acronyme. Mais ouais, ouais. du coup, quand ils En en anglais, ont, c'est pas. ils Ouais. peuvent les prêter, en fait, pour faire un test à la personne pour une nuit et voir Exactement, ouais. si la personne réagit mieux. Et après, il y a des mesures, mais ça se fait en laboratoire. En général, faut dormir une nuit sur place pour prendre toutes les mesures. Et, Oui, alors normalement, avant de donner l'appareil, normalement quand même, enfin moi de ce que je sais, c'est qu'avant ils font quand même le test d'abord. Euh, il faut calibrer l'appareil. S'il ouais, n'est c'est pas ça, c'est ça. calibré et qu'il y a trop de pression, Ouais, le mec il exactement. suroxygène et c'est pas bon. Ouais, Donc exactement. oui, tu fais une prise de mesure, mais après pour un test complet, c'est en laboratoire et c'est une nuit Oui, tout oui, oui, mesuré. oui, 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 oui. Ça, justement, les tests complets, c'est du coup ce que je conseille de faire. Pour ceux qui ont des doutes, c'est voilà, d'aller dans un laboratoire de médecine du sommeil ou Hmm. voilà, d'aller avec des experts pour voir si c'est ça le problème ou pas, et au moins on est sûr quoi. Ok. Et donc une personne qui dort que 3 heures la nuit, Mhm. c'est quoi les problématiques pour toi qui reviennent? Moi j'ai déjà eu une fois un gars qui avait vraiment de gros soucis de sommeil. Et après, moi, c'est pas ma spécialité le sommeil. Et Ouais, moi, au bien niveau sûr. de ce que je fais, j'accompagne des personnes principalement dans leur période de poids, longévité. En fait, Ok. on a des coachs sportifs, des préparateurs mentaux. Et sur la partie sommeil, c'est un petit peu moi qui m'en occupe. Et Mhm. du coup, on a réussi à remonter. Il dormait 3 heures par nuit à peu près. On est monté à 5 heures en changeant complètement ses habitudes, en étant plus régulier Ouais. et en mettant en place un peu toutes ces bases-là. Donc, travailler sur le rythme circadien, travailler sur l'alimentation aussi, ça a joué. Travailler sur la routine avant le coucher. Travailler sur le café, parce qu'il Oui. tournait, j'ai plus en mémoire, hein, c'était il y a un an, mais ça devait être 10 cafés par jour. Bon, on a Pour essayé de réduire compenser. un petit Ouais. peu. Et on est monté à 5 heures. Mais j'ai eu du mal derrière à lui faire monter encore plus. Et j'étais déjà content. 5 Oui, heures, c'est quand oui, même c'est mieux. beaucoup mieux que 3 heures. Mais Ouais. on n'est pas sur du 7 heures, 8 heures. Bon, ce que j'aurais voulu qu'on finisse par atteindre. Il avait quel âge? 35. Ok. je dirais. Parce que les besoins de sommeil aussi, ils évoluent. Oui. Ils ont tendance à diminuer avec l'âge. Oui, mais 35, on n'est pas 35, on n'est pas sur encore. 60. C'est pour ça que je posais la question. Mais non, mais il y a des personnes, il y a des personnes qui dorment moins aussi, hein. Alors le problème c'est que j'ai pas rencontré la personne, donc je pourrais pas dire. Il y a des personnes qui ont moins de besoins. Et si, Il avait quand même, il manquait de sommeil à la fin. ok, il manque encore de sommeil. Oui, Ouais. il le disait, il le sentait, mais il se sentait déjà beaucoup mieux. Maintenant, il sentait que c'était pas encore assez, mais il avait du Mm. mal à dormir plus. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est ça que moi je vois avec les personnes, c'est que il y a des fois 5h30 d'un bon sommeil continu et vraiment bah, haut en qualité et haut en efficacité de sommeil, ça peut déjà suffire en fait à avoir une très bonne journée, à avoir toute l'énergie qu'on veut pour faire ce qu'on veut dans la journée. Et voilà, en fait, ça peut suffire. Pour certaines personnes qui ont
peut-être des prédispositions génétiques qui ne sont pas les mêmes que la majorité de la population et qui du coup ont besoin d'un peu moins de sommeil, peut-être aussi. Mais pour les personnes qui justement du coup 5 heures c'est encore pas assez pour eux, bah il y a plusieurs choses à faire. En fait, faut parler avec la personne, faut essayer de comprendre d'où vient le problème. Euh, Est-ce qu'il y a eu des réveils pendant la nuit? Est-ce que c'est un problème à l'endormissement? Est-ce que c'est un problème sur la fin de la nuit? Est-ce que c'est du coup plutôt un problème d'insomnie d'endormissement ou d'insomnie du maintien de sommeil? Du coup, c'est différents problèmes, et du coup, c'est différentes solutions à mettre en place, quoi. Et forcément, c'est individualisé ça dépend ça dépend de Lui, la c'était personne. problème de fin de nuit. Il Fin de nuit. n'arrivait pas à dormir Pas à plus dormir longtemps. assez. Ouais. Ouais. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, notamment sur régler un petit peu le rythme circadien. Si des fois il est trop en avance de phase ou trop en retard de phase, là du coup c'est peut-être plus une avance de phase au niveau du rythme circadien, donc c'est-à-dire qu'il se réveille trop tôt. Donc c'est peut-être possible aussi de mettre en place la luminothérapie, pas le matin justement, mais enfin limite un peu plus de lumière le soir, paradoxalement. Il y a des études qui ont montré qu'un peu plus de lumière le soir, ça permettait d'allonger un petit peu la nuit. D'accord. Et de repousser un petit peu légèrement l'endormissement, mais surtout de prolonger la durée totale de la nuit. Donc ça veut dire que le soir, tu t'exposes à plus de lumière Un peu plus, ouais. et tu te couches à la même heure. Tu vas moins bien t'endormir au début, mais par contre, ta nuit sera plus longue. Oui, alors souvent je crois qu'ils allaient se coucher quand même un tout petit peu plus tard, mais au total la nuit était plus longue. Ouais. Ok. Ouais. Et il n'y avait pas spécialement de retard d'endormissement en fait. Hein. L'endormissement était de la même durée, mais ils allaient quand même se coucher un peu plus tard, parce que du coup ils avaient envie de se coucher plus tard. Ok. Mais c'est pas de la luminothérapie. Hein. C'est pas une lampe à 10 000 lux le soir, parce que c'est trop de lumière. Oui, Mais c'est juste des c'était lumières quelque chose blanches un peu plus vives. Ouais, c'était plutôt que quelque des chose lumières comme douces. 1000-2000 lux. Il faudrait que je retrouve l'étude en particulier, là, comme ça je sais plus. Mais ça c'est une solution, mais voilà, il y en a plein d'autres. Ok. Euh, Et problème d'une personne qui n'arrive pas à s'endormir le soir, tu fais quoi? Plutôt du coup, là vraiment regarder s'il n'y a pas de problème en amont, donc notamment sur la caféine, parce que la caféine forcément ça va prolonger, enfin ça va causer un risque de retard dans l'endormissement. Et là par contre, pour le coup, luminothérapie le matin, luminothérapie ou à défaut simplement en fait aller se mettre au soleil en fait le matin, ça peut suffire en fait. Ça peut suffire. Là je parle de luminothérapie parce qu'on est en plein hiver, donc il n'y a pas de lumière le matin quoi. Enfin, Ouais. c'est encore dans le sud ça va. À 8h30, quoi. Ouais. Mais dans le nord, c'est pire. C'est Oui. encore pire. C'est-à-dire qu'il y a encore moins de soleil, moins longtemps. Et même nord-ouest, du coup, même encore plus tard, quoi, le soleil. Donc pour le coup, c'est vraiment plus compliqué, quoi. Donc, pour la luminothérapie, ça peut aider justement à donner le signal au cerveau que dans 16 heures, il faut commencer la production de mélatonine. Parce que là, on sait quand est-ce qu'est le début de la journée grâce à la lumière. Et donc dans 16 heures, on va commencer la production de mélatonine. Et voilà, il y a tout qui s'ensuit. Ok, très clair. Quand les personnes se réveillent en pleine nuit, qu'on a un réveil insomnie, est-ce que là, c'est des patterns qui reviennent sur lesquels tu as des solutions à nous partager, ou est-ce que c'est encore une fois plus du cas par cas? C'est que du cas par cas en fait. Ah ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un cas, nous donner quelques exemples Ouais, bien sûr. de personnes qui se sont levées en pleine nuit que tu as pu aider avec une solution individualisée? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, j'avais une de mes coachées qui avait tout le temps ses réveils en fait au milieu de la nuit, qui n'avait pas de problème à s'endormir, mais tout le temps les réveils au milieu de la nuit et une sensation de stress au milieu de la nuit. Et en fait, ce qu'on a mis en place déjà, c'est vraiment laisser le cerveau respirer avant de se coucher. Donc en fait, elle était aussi trop sur ses écrans le soir et ça l'empêchait pas de s'endormir, mais en fait ça ne laissait pas aussi le cerveau respirer. Donc rien que faire 1 à 2 heures avant de se coucher sans écran, en fait c'est top parce que ça permet en fait de libérer de l'espace mental et si besoin d'écrire ce qui nous passe par la tête, d'écrire les problèmes. Et pour elle, ça avait déjà franchement super bien marché. Et après, en fait, mettre 1 heure de réveil fixe, souvent, ça règle aussi pas mal le problème parce que si on a 1 heure de réveil fixe et si on a une durée de la nuit, du coup, qui est limite un peu plus courte de temps qu'on passe dans le lit, mais pas de temps qu'on est endormi, hein, le temps qu'on est endormi reste le même. Si on raccourcit cette durée qu'on passe au lit, en fait, ça va augmenter l'envie de dormir parce que du coup, le corps va peut-être au début un peu moins dormir en durée,
Donc il va essayer de rattraper ça et ça va consolider en fait la nuit en fait, et donc va y avoir moins de réveil pendant la nuit. Parce qu'il va essayer de se dire, bon bah là je sais que je vais avoir un réveil à 7 heures dans tous les cas, là visiblement les 7 dernières nuits, on s'est réveillé à 7 heures à chaque fois, enfin les 7 derniers matins on s'est réveillé à 7 heures, je sais que je vais avoir un réveil à 7 heures, si je m'endors à 1 heure, je sais que j'ai 6 heures devant moi, il faut que je dorme les 6 heures à fond parce que je vais pas avoir 1 minute de plus. Et donc bah tout d'un coup il squeeze le réveil parce que il a besoin d'aller chercher le sommeil. Ouais, donc on en revient au rythme circadien, On revient- d'être vraiment régulier sur ça. Ouais, rythme circadien. Et puis même là, c'est plus la pression de sommeil. En fait, c'est vraiment Ouais. les deux principaux facteurs, pression de sommeil et rythme circadien. Et après, il y a aussi troisième un peu notion d'hyper-éveil, où en fait on peut avoir ce stress constant éventuellement et cette pression constante. Et justement, mettre des activités de relaxation pendant la journée. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, des exercices de respiration, mais ça peut être à 14 heures, hein, ça peut être voilà, tant que c'est pendant la journée, se prendre des petites pauses et respirer, ça aide en fait à calmer le jeu et laisser un peu plus de repos au corps, quoi, en fait. Donc au milieu de la journée, faire des exercices de relaxation permet le soir de... Exactement, ouais. Au milieu de la journée, enfin voilà, il n'y a pas d'heure. Limite, des fois même éviter trop tard le soir, si c'est des personnes qui ont du mal à s'endormir. Mais des exercices de relaxation, prendre un peu plus de temps pour soi. Souvent, en fait, on s'arrête jamais, on est tout le temps sollicité. Le temps qu'on a, entre guillemets, pour nous, on va le passer sur un écran. Donc derrière, en fait, on est quand même sollicité par autre chose. Et on n'a jamais le temps de se poser. Et donc le temps de prendre une petite sieste ou une méditation ou un exercice de cohérence cardiaque, rien que ça peut en fait aider à se poser et à calmer les niveaux de stress globaux. Ok, super. Très, très pertinent, merci pour tous ces conseils. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gadgets, d'outils apparaître. Je vois que tu as c'est une Ultra Human. Non, c'est une Oura Ring. C'est une Oura. Ouais. Tu as ta petite bague connectée. Moi aussi, j'en ai une, mais elle est dans le placard. Je ne suis pas fan d'avoir un truc sur le doigt tout le temps. Et qu'est-ce que tu penses de tous les gadgets connectés qui existent pour le sommeil? Donc, on a les bagues, comme tu as là. On a les montres. Ouais, exactement. On a des applications sur téléphone. Et après, il y a aussi des capteurs. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, on va dire, de très commun. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais ouais. Après, oui, il y a les masques à luminothérapie. Après, on peut rentrer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Mais sur les principaux outils, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Les principaux, c'est les montres. Les montres et bracelets comme Whoop aussi. Et après, ensuite, un peu la deuxième catégorie, c'est les anneaux. En fait, je pense que c'est des outils, c'est des gadgets. Il faut vraiment le voir comme un gadget. C'est vraiment, faut pas se prendre la tête et se dire, je vais m'en servir pour vraiment mieux dormir. Pour quelqu'un qui dort déjà, enfin qui a déjà un sommeil correct et qui n'a pas un gros problème, j'ai envie de dire, de sommeil, ça peut être des données qui sont très intéressantes. Par exemple, si on remarque que moi, je sais pas, je dors quand même vachement mieux quand je prends pas un café à 15 heures, derrière, ça me permet en fait de me dire, là, voilà, j'ai essayé de prendre plusieurs fois des cafés à 15 heures. Je vois qu'à chaque fois, pendant la nuit, je mets un peu plus de temps à m'endormir, ou alors j'ai une fréquence cardiaque qui est un peu plus haute, ou machin. J'arrête les cafés à 14 heures. J'essaye peut-être de prendre des cafés, mon dernier à midi, et on voit ce qui se passe, et tout d'un coup, je vois qu'il y a des meilleures nuits. Donc c'est un peu comme ça. C'est un petit peu du trial and error, c'est différents essais pour voir un petit peu. Je prends mes données et je ne prends pas la donnée vraiment en tant que telle, en tant que valeur. C'est-à-dire que je ne regarde pas, je ne me dis pas j'ai un score de sommeil de 50, ça veut dire que j'ai mal dormi. C'est pas vrai, parce que en fait, les montres et les capteurs, ils ont des algorithmes. Après, c'est compliqué, je trouve, quand même, de se dire, parce qu'on le voit, et inconsciemment, même si on essaie de se dire, ça ne veut pas dire que j'ai mal dormi. Si toutes les nuits d'avant, on était à 70, 80 et d'un coup, boum, 50, c'est difficile de ne pas se dire, j'ai mal dormi. Alors oui, dans ce cas-là, oui, parce qu'en fait, on compare par rapport à d'habitude. Oui. C'est plus comme ça, en fait, qu'il faut faire. C'est-à-dire que si moi, je dépasse jamais les 90 et qu'à 80, et que j'ai tout le temps 80 par exemple, et que je me sens très bien, ça ne veut pas dire que je dors, que ma note, entre guillemets, si on devait me donner une note, ce serait 8 sur 10. C'est pas 8 sur 10. Ma note, c'est si je me sens bien à 80 et que j'ai tout le temps 80, ma note, c'est 10 sur 10. C'est-à-dire que voilà, je suis bien.
Et c'est plus comme ça qu'il faut réfléchir. C'est vrai que la valeur en tant que telle, voilà, elle vaut rien. Mais quand c'est vrai qu'on a une tendance, il faut regarder les tendances. Et qu'on remarque que bon, bah là, je suis en vacances, donc bah, je bois un peu plus d'alcool, mes horaires sont un peu moins régulières, donc je vois que ma courbe, elle fait ça. Bon, bah, je me dis, oui, bon, voilà, j'ai hâte de reprendre pour que ça remonte, quoi. Ou alors, peut-être que je vais quand même maintenir mes réveils à heure fixe pour peut-être un peu mieux arranger la courbe. C'est un peu plus comme ça qu'il faut l'utiliser, plutôt que de regarder les valeurs précises, parce que c'est des capteurs qui sont quand même assez récents, et donc il y a encore beaucoup d'erreurs. Donc, et les algorithmes sont tous uniques, donc ils ont tous des façons de calculer qui sont différentes, et il y en a qui se trompent, il y en a beaucoup qui se trompent, quoi. Donc moi, honnêtement, je ne ferais pas hyper confiance, et pour une personne qui a des vrais problèmes de sommeil déjà de base, je ne conseille pas de mettre de montre ou de gadget. Ça ne servira à rien. Ça causera plus de stress qu'autre chose, Ouais, en réalité. ouais. Moi, j'ai essayé pour voir Ouais. ce que ça donnait. On m'a envoyé une bague Ultra Human. Oui. Je l'ai portée pendant un mois. J'ai eu beaucoup de mal déjà au début à choisir quel doigt. Et je trouvais ça très, Ok. très désagréable, enfin pas fan. Donc je l'ai un peu laissé de côté. Et aussi, j'ai une chevalière de famille que je porte pas parce que pareil, en fait, j'aime pas avoir des trucs sur les doigts. Ok, ouais. Puis je suis boxeur, donc ça veut dire qu'à chaque fois, je dois l'enlever, la remettre. Bon, Ah oui, oui. ça me plaît pas énormément. Donc j'ai porté, je me suis forcé pendant un mois. J'ai fini par la porter sur l'index. Après m'être décidé que ce serait l'index où je la porterais. Et en fait, ça m'a apporté rien de données dont j'avais pas déjà connaissance. Ok. Parce que mon sommeil est tellement régulier depuis Oui, des bah oui. années que si un jour je dors mal, si bah tiens, là j'ai mangé du gluten, je le digère pas très bien, je me sens lourd, je sais que je dors pas très bien. Et en fait, j'ai une vie qui est tellement organisée avec des routines. Mon alimentation, bah, c'est les mêmes types d'aliments à chaque fois, c'est des trucs que je digère bien. Ma routine sportive, c'est toujours la même. Dans mon quotidien, je fais attention à pas mal de choses. Donc, le fait de porter cette bague-là, ça venait juste confirmer ce que je savais déjà. Et en fait, j'ai pas eu des. C'était sympa de voir des scores, oui, je trouvais ça marrant à voir. Mais C'est du gadget. c'est du gadget, C'est de c'est l'ordre ça. du gadget. Mais ça m'a pas Ouais. permis de me dire, ah tiens, là, je pourrais faire ça. Et en fait, du coup, ça corrobore vraiment ce que tu dis. Oui, c'est que c'est du gadget. Et j'en vois pas une réelle utilité pour. Enfin, en fait, quelle que soit la situation, je n'y vois pas de réelle utilité. A contrario, les montres, par exemple cette montre-là, Ouais, j'ai une montre prend aussi Garmin. ma fréquence cardiaque. Quand je m'entraîne, c'est pertinent, c'est Oui, là, utile. exactement. Ouais. Parce que ça va me donner une indication qui va avoir un intérêt pour, pour être bien dans ma zone d'entraînement. Comme je fais un entraînement en zone 2, donc en endurance fondamentale, en course à pied, ça me permet de voir que je suis bien dans la bonne zone et ni trop vite ni trop lent. Et en fait, en fonction de ma fatigue, en fonction de pas mal de paramètres, cette zone-là, elle peut un petit peu changer. Et ça, je ne peux pas le savoir juste avec mon allure par kilomètre, je ne peux pas le savoir juste avec mes sensations. Et enfin, je peux m'en douter, encore une fois, mais pour le coup, là, il y aura une réelle utilité. Ouais, ça aide, ouais. Alors que le fait de dormir avec un outil de ce type-là, j'ai pas encore trouvé de réelle utilité. Ça va nous donner quand même des indications de santé, l'âge biologique, bon, mais on s'en doute un petit peu. Il y a quelques petites données qui sont intéressantes comme. On a la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. Dire, la VFC, ouais. Elle a un petit peu de sens, oui, ça nous permet de voir que le corps fonctionne bien, ou enfin plus ou moins bien. En termes de récupération nerveusement, ça va ou est-ce que ça va ou est-ce qu'on est très stressé, trop de charge et que là du coup faut récupérer quoi, faut prendre un peu de temps. Ouais, ça aide. Mais c'est vrai que du coup, comme tu le disais, il y a pas des trucs spectaculaires. Maintenant, oui, c'est un peu des gadgets. Honnêtement, est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour une bague bon, c'est pas spécialement. Ça peut être utile en vrai. Hein. Si on aime bien, si on est très gadget, qu'on aime bien les gadgets, etc. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est pour ça que je l'ai quoi aussi. Hein. Parce que moi, je me doute. J'aime bien regarder mes chiffres. J'aime bien regarder mes stats, faire des expériences. C'est clair que c'est marrant à voir. On voit plein de petites barres et tout, c'est marrant. Mais même pour faire des expériences, parce qu'en fait, toi aussi, tu as fait ce travail-là avant de savoir qu'est-ce qui a parce que tu es très conscient de ta santé, donc qu'est-ce qui a un impact positif ou qu'est-ce qui a un impact négatif sur ta santé. Tu as fait le travail, du coup, tu sais déjà que si tu manges du gluten, tu vas mal le digérer et tu vas mal dormir. Donc, par exemple, ça, tu le sais déjà.
Mais quelqu'un qui a fait moins de connexion justement avec son corps, qui est moins conscient en fait vraiment de ce qui se passe dans son corps, et là pour le coup ça peut être pertinent plus pour l'aider à prendre conscience, de regarder, voilà, ce chiffre-là, ça veut dire ça, bon ok, ça peut être une utilisation. Voilà. Ouais, carrément. Si la personne, moi c'est un truc que je dis souvent, c'est important que la personne ait conscience que ce qu'elle fait l'aide réellement. Et Ouais, si la ça. personne, tu lui donnes des choses à faire au quotidien, elle a du mal à s'en rendre compte et elle se dit ouais, c'est compliqué. Et moi ce que j'utilise beaucoup, parce que chez une personne qui veut perdre du poids, on a beaucoup ce problème-là qu'au bout de 3-4 semaines, la personne se dit mais j'ai mis des changements en place, ça sert à rien, j'en ai un peu marre, voilà. Donc nous, on a un tracking de données une fois par semaine. On demande à la personne de prendre des mensurations, de regarder, Ouais. pas plus, tous les jours. Pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, ne vous pesez pas tous les jours, ne prenez surtout pas plein de mensurations tous les jours, ça sert à rien. Mais une fois par semaine, du coup, on mesure. Et en fait, nous, on va analyser ça, on va regarder. Et ça nous permet, au bout de 3 semaines, de montrer à la personne, si, regarde, là, il y a ça, qui évolue, on est dans le bon sens. Il y a du changement, tu peux être fier de ces changements-là, voilà, il faut continuer. Et ce que tu fais ne sert pas à rien. Et ça, c'est hyper important qu'une habitude qu'on définisse, elle soit facile à tenir, mais surtout qu'elle soit acceptée comme bénéfique pour le corps. Et pour le sommeil, effectivement, si on a une personne qui a du mal à se rendre compte de l'utilité, ça peut être très pertinent d'avoir la bague qui vient confirmer que si au début tu étais à 62 scores de sommeil, là ça fait 3 semaines que tu as mis les changements qu'Ewen t'a dit de mettre en place et tu es monté à 70-80, ça marche. Et voilà. Ouais, dans ce cas-là, ça peut. Mais il y a un petit phénomène aussi qui s'appelle l'orthosomnie, qui est en fait justement une capacité, enfin une maladie, ou c'est pas vraiment une maladie, mais c'est plus une envie de maniaque d'avoir le meilleur score de sommeil parfait. Et de se dire, là je vais essayer d'avoir le meilleur score de sommeil ou les meilleurs scores biologiques. Et en fait, résultat, ça peut causer du stress et du stress de performance et de l'anxiété de performance. Et ça peut avoir l'effet inverse, du coup, de dégrader. Ouais, carrément. Donc c'est pour ça, faut l'habitude. Enfin, moi, je le vois en fonction des personnes avec qui je travaille. Il y a des personnes qui ont déjà un gadget et qui veulent continuer à l'utiliser. Je leur dis OK parce que c'est adapté pour eux. Et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus, qui ont un peu plus de mal avec le sommeil ou qui sont un peu plus stressées. Là, je leur dis on met à côté. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On fait au ressenti. Parce que ce qui est le plus important, c'est de bien se sentir pendant la journée, en fait. En réalité, et d'avoir de l'énergie, de faire ce qu'on veut. C'est ça le plus important. Et donc moi, j'ai un outil de tracking que j'ai développé moi-même pour mes clients, qui est un truc qu'ils remplissent eux-mêmes et qui est subjectif, en fait, plus. Ouais. Et qui permet de leur dire, je me sens comme ça le matin, de 1 à 10. Exactement. Ouais. Je fais la même chose sur ça. On évalue beaucoup au ressenti. Parce que le ressenti est important. Et le ressenti, important, en fait, d'une semaine à l'autre, tu le fais tous les jours ou Moi, je le fais tous les jours. Tous les jours, ouais. Toi, tu es sur des accompagnements plus courts 8 semaines. 8 semaines, oui. Nous, on est plus sur 6 mois. Donc. Ah oui, d'accord, c'est plus court. Ouais. Mais du coup, une fois par semaine, en fait, la personne, elle a l'impression qu'il n'y a pas forcément de variation d'une semaine à l'autre quand elle y pense. Oui. Et quand on regarde après d'un mois à l'autre, là, les chiffres ne sont pas les mêmes. Même au subjectif, il y a des belles différences et ça permet d'avoir une vraie conscientisation de l'évolution. Maintenant, là, tu as parlé du stress et je trouve ça très intéressant. Donc, du stress de vouloir bien faire, de surperformer. Et le stress, c'est un vrai sujet par rapport au bien-être mental, au bien-être quotidien et aussi par rapport au sommeil. Trop de stress, ça diminue l'endormissement. Et j'accompagne principalement des dirigeants chefs d'entreprise donc, qui ont leur entreprise à gérer, leur famille à côté. Et l'entreprise génère, est source de stress. Quand on a des salariés qui ne posent pas bien, quand on a des personnes qui ne vont pas faire les missions qu'on va leur demander, ou alors quand on a une perte de CA, qu'on a la pression de devoir payer des prestataires. Tout ça est source de beaucoup de stress. Et l'enjeu pour ces personnes-là, c'est de pouvoir bien gérer ce stress-là pour que leur sommeil puisse être de récupérateur et que leur sommeil ne soit pas affecté par ce stress-là. Comment est-ce que toi, tu fais pour aider ce type de profil-là à bien s'endormir, à mieux dormir et à faire diminuer le stress avant d'aller se coucher ? Déjà, il y a un truc, une mentalité à avoir à propos du stress de manière générale pour pas simplement le sommeil mais tout, c'est que
en anglais, ils disent stress is enhancing mindset. C'est donc le mindset de se dire que le stress, c'est un augmenteur de performance. Le stress, c'est une réponse physiologique du corps pour augmenter ta performance physique ou mentale ou cognitive pour faire une tâche, parce qu'il prévoit qu'il va y avoir une tâche, qu'il y a un truc qui arrive, et donc pour ça, il a besoin d'augmenter les performances pour y faire face. Donc de base, en fait, le stress, c'est quand même de base quelque chose de positif. Donc rien que le fait de savoir ça, ils ont fait des études, et ça aide les gens à déstresser, en fait, parce que ils comprennent le fonctionnement du stress, et donc en fait, fondamentalement, ils stressent moins, ou ils acceptent plus le fait de stresser, et ils savent que c'est positif pour eux, donc ça ne vient pas avoir les effets négatifs. Donc rien que ça, en fait, c'est une vision différente du stress et une vision qui est plus positive. Donc ça, c'est quelque chose que je dis en général. Je fais un peu plus de détails, parce que là, je fais court, mais voilà. Deuxième chose, c'est du coup plus par rapport à la nuit. Il faut aussi savoir que des insomnies, je crois que le chiffre, c'est 80% des gens vont connaître des insomnies dans leur vie, quoi. Ponctuelles, plus ou moins ponctuelles, d'ailleurs, ponctuelles ou longue durée. Mais ça va tous nous toucher. Et on fera tous des insomnies à un moment. On a tous connu une mauvaise nuit. Et il faut aussi accepter le fait que si on a une entreprise qui fait son introduction en bourse bientôt, c'est pas grave c'est pas que c'est pas grave de pas dormir, mais c'est normal. C'est normal de pas dormir dans ce cas-là. En fait, le stress, quand il est trop gros, quand on a des gros problèmes de famille ou des gros stress physiques, des grosses blessures, c'est normal de faire des insomnies. En fait, il faut accepter aussi le fait que l'insomnie, elle peut venir puis repartir. Et donc ça aussi, ça va diminuer la probabilité que l'insomnie reste, qui est le dernier gros problème. Et après, quand justement on a un stress qui est chronique, alors qu'il n'y a pas énormément de marqueurs de stress pendant la journée, ou alors il y en a quelques-uns, mais ça reste quand même sur du fonctionnement normal, là on peut mettre quand même du coup plusieurs stratégies pour diminuer ce stress qui est constant. Et donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, mettre des exercices de respiration, faire une petite sieste, en fait prendre du temps pour soi, ça aide à diminuer drastiquement le niveau d'éveil et en fait le niveau de stress constant qu'on peut avoir. Et après, souvent, on associe stress et cortisol. Il ne faut pas spécialement les associer. Enfin, il y a une association entre les deux, mais ce n'est pas un lien direct. Et souvent, en fait, on a peur du cortisol, alors qu'à l'inverse, il faut chercher, comme on en a parlé au début du podcast, un gros pic de cortisol le matin, parce que c'est ça, en fait, qui va aider à avoir derrière très peu de cortisol le soir. C'est en fait, plus on a de cortisol le matin, moins on en a le soir. Et c'est ce qu'on veut. Donc l'objectif, c'est vraiment de maximiser ce pic-là. Et comme ça, si on maximise le pic le matin, on sait que plus ou moins, quoi qu'il se passe le reste de la journée, on aura moins de cortisol qu'on en aurait eu, en fait. Donc voilà, ça, c'est différents outils qu'on peut mettre en place. Super, super pertinent. Donc par rapport à tout ce que tu as dit, je te suis sur la partie stress et d'accepter le stress. Maintenant, le stress, j'ajouterais que c'est important de réussir à avoir ce que j'appelle du bon stress. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ont du stress et ont ce stress qui va venir paralyser, qui va venir angoisser et créer de l'anxiété. Et ce qu'on veut, c'est que le stress, il soit bénéfique. Donc, c'est aussi apprendre à le gérer, apprendre à savoir comment vivre de la bonne manière avec ce stress-là et que ce stress-là vienne booster nos capacités et non nous freiner. Et ça, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des mécanismes biologiques qui ne correspondent pas au monde dans lequel on vit. Et ces mécanismes biologiques-là sont ceux d'avoir des agressions, d'avoir des animaux qui vont nous attaquer ou d'aller attaquer un animal globalement. Ça reste ces mécanismes biologiques. Et on est saturé aujourd'hui de plein de petits pics de stress au quotidien, de plein de choses qui se passent dans une ville. Et donc, on a beaucoup trop de moments où notre corps va pouvoir être en alerte. Si bien qu'il ne réagit plus de la bonne manière. Et donc, c'est compliqué pour le cerveau humain de traiter toutes ces données-là. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve à saturer en fait avec le stress et à ne plus savoir correctement le gérer. Donc, l'idée de l'accepter et de revenir à se dire c'est OK d'avoir du stress, oui, maintenant il faut le faire de la bonne manière, accepter certains stress et réussir à en fait
se détacher de certaines choses qui Ouais. vont… Limiter les autres, quoi. C'est ça. Limiter Euh, le mauvais stress, ouais, en effet. Et par exemple, la personne qui se stresse au quotidien parce que le matin il y a des embouteillages, bah, réussir à lui faire dire que non, les embouteillages on s'en fout, c'est pas important et qu'elle se détache complètement de ça Mhm. et qu'au contraire, elle réussisse à avoir du bon stress pour son entreprise, mais du stress qui soit tourné vers le futur, du stress qui soit tourné pas vers l'angoisse, mais vers l'envie de réussir ses objectifs. Exactement. Et ça, c'est un vrai travail en fait à faire de préparation mentale, de réussir à aller chercher un objectif et à se concentrer là-dessus et à réussir à en tirer de la bonne énergie. Parce qu'il n'y a rien de pire que stresser, s'angoisser et du coup être hyper négatif, être noir. Et c'est ça, pour moi, le vrai défi. Donc, sur la partie stress, avant de dormir, moi, ce que j'ai fait avec mes clients, c'était beaucoup de préparation mentale et réussir à vraiment les aider à se détacher en fait, de la peur de ce qu'ils pouvaient avoir dans leur quotidien. Donc, Ouais, j'ai l'exemple de Régis qui a eu, dirigeant dans une entreprise de BTP. Lui, beaucoup de problèmes liés au règlement de fournisseurs. Bah, c'était vraiment une angoisse pour lui, donc qui passe par le côté financier avec des contrats à respecter, et des virements de millions d'euros à faire à chaque fois, enfin de centaines de milliers d'euros à faire, mais ce qui représentait des millions d'euros. Et donc on se retrouve du coup à avoir un gros stress qui pèse au quotidien. Bah, le but c'est réussir à s'en détacher parce que sinon effectivement on ne dort pas. Pour une introduction en Ouais. bourse, bon, on va dire que c'est plus limité dans le temps. Oui, c'est Après, ce sera peut-être 2-3 mois où vraiment on a ce pic de stress-là et une semaine concentrée où l'entreprise arrive sur la bourse. Ok, mais dans d'autres cas, c'est vrai que ça peut s'étaler et donc le défi, c'est toujours de réussir à retrouver une bonne gestion quotidienne de son stress et ça, c'est pas toujours évident. Non, en effet, c'est un vrai défi, ouais. Ouais. Maintenant, il y a d'autres choses qui interviennent aussi, on n'en a pas parlé. Ça va être toute la partie nutrition. Donc ça, la partie nutrition, moi, c'est vraiment le sujet, enfin un des sujets principaux sur lequel je vais pouvoir aider les personnes avec qui je travaille. Est-ce que toi, c'est un sujet sur lequel tu interviens ou pas trop? Comment ça se passe? Bah, moi, personnellement, je suis très sportif. Je vais beaucoup à la salle de sport et donc bah, c'est un sujet que naturellement je connais par ma pratique personnelle. Et après aussi, par rapport au sommeil, je me suis renseigné sur qu'est-ce qui avait un impact en fait euh, bah, sur le sommeil fondamentalement et sur les niveaux d'énergie pendant la journée aussi. Et donc moi voilà, je conseille, je donne des conseils. Après je suis pas nutritionniste non plus donc et je travaille pas avec un nutritionniste donc comme je suis pas nutritionniste, voilà forcément il faut toujours s'adapter et je reste dans le raisonnable en général. Je donne pas des conseils de changer complètement son alimentation ou d'enlever par exemple complètement le gluten ou machin. Moi, c'est plus des conseils génériques comme manger moins de gras le soir, parce que les lipides, vraiment le gras, tout ce qui est huile d'olive, etc., c'est ce qui prend le plus de temps en fait à digérer, et ce qui demande plus de voilà, d'énergie au corps. Et donc en fait, bah, comme ça prend plus de temps, que ça demande plus d'énergie, bah, fondamentalement, le ventre c'est comme un four, et donc ça continue à chauffer, ça continue à être en activité plus longtemps. Et résultat, c'est pas ce qu'on veut bah, que ça reste. Enfin, on ne veut pas qu'il reste en activité trop longtemps au moment de sommeil. Au moment du sommeil, on veut que la température interne elle baisse et qu'en fait on soit plutôt sur une diminution de l'activité de tous les systèmes pendant la nuit en fait quasiment. Et donc bah, pour faire ça, on essaie d'éviter les lipides, on privilégie glucides et protéines le soir. Et puis même en termes de quantité, on essaie un petit peu de diminuer les quantités et d'éloigner le repas le plus possible du coucher en fait. Et rien qu'en faisant ça, on a fait la majorité du travail. Après, il y a certaines choses qu'on peut faire, comme ne pas se réveiller et juste au réveil, prendre un paquet de céréales entier, plein de glucides et plein de sucre ajouté. Bon, bah ça aide forcément à pas avoir un énorme crash de glycémie par la suite, quoi, forcément, le matin. Mais bon, après, voilà, c'est des classiques, hein, je pense que tout le monde connaît ça. Au niveau du petit déjeuner, prenez un petit déjeuner salé, hein, c'est le mieux, ou riche en protéines. Tu as dit un point qui est super intéressant, c'est le fait d'espacer son dîner du coucher. Mhm. Et ça, c'est super important, quoi. Ça joue parce que la digestion, ça prend du temps. Alors, quand Ça on prend est petit, très on nous longtemps, dit ouais. la digestion, ça prend 8 heures. Non, la digestion au niveau de l'estomac, c'est ce qui nous intéresse. C'est réellement là que ça va nous intéresser. C'est entre 1 heure et 3 heures. Mm. C'est vraiment ce moment-là
espacé. Mais après, dans les intestins, c'est beaucoup moins d'énergie qui va être dépensée. Mais au Oui, niveau c'est plus lent. de l'estomac, effectivement, ça va venir brûler, utiliser pas mal d'énergie et faire chauffer le corps. Maintenant, tu as dit un point sur lequel je me permets d'aller plus loin. En fait, tu as parlé de protéines et glucides, protéines, glucides, lipides le soir. Protéines, glucides ensemble, il faut savoir que c'est assez indigeste et c'est ce qu'on appelle j'ai plus le terme en tête, Ouais. mais c'est une assimilation à éviter. Ah d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, les protéines vont nécessiter des enzymes digestives qui vont être acides, alors que les glucides vont nécessiter des enzymes digestives qui vont être basiques. Et ça, quand on apprend en physique, quand on est Ouais, je vois au bien, collège, on apprend le pH là, qui va de 0 à 12 avec au milieu le pH neutre. Et le pH neutre, du coup, il est à 7. Notre corps, globalement, on a le sang qui est plutôt acide. Et au niveau de l'estomac, on va avoir un estomac qui va devenir acide, qui va être un milieu vraiment acide quand on va manger des protéines. Et à l'inverse, qui va être basique quand on va manger des glucides. Et quand on les mange ensemble, qu'est-ce qui se passe? On est lourd. Et c'est pour ça que quand on mange des pâtes avec un steak à midi, à 14 heures, on se sent ballonné, on se sent lourd et on est un petit peu fatigué. Et le fait de changer ça aide réellement au niveau digestion. Et en fait, le soir, du coup, ce serait plutôt soit glucides, soit protéines plus légumes. Et l'idéal Alors après, étant plus protéines on plus peut légumes. manger un peu de lipides avec pour s'il faut un peu de lipides avec. Les On peut lipides, en manger un peu, hein, c'est pas en fait c'est pas interdit, c'est plus en termes de quantité. On essaye d'en manger un peu moins. au niveau C'est des ça. lipides, la digestion va pas être longue parce que c'est des lipides, ça dépend. En fait, les lipides, par exemple, si on mange de l'huile d'olive avec des légumes, Mhm. il faut savoir que les fibres vont venir se lier, une partie des fibres va venir se lier aux acides gras polyinsaturés, donc Ok. l'huile d'olive. Et donc, on va avoir une partie des lipides qui vont traverser plus rapidement l'intestin et la digestion ne va pas être si longue que ça. À l'inverse, si on mange beaucoup de Oui. graisses saturées, donc graisses saturées qui ne sont pas mauvaises, hein, c'est pas bon ou mauvais, la nutrition c'est plus compliqué que ça, mais quand on va manger beaucoup de gras saturés, oui, là, ça peut engendrer une petite inflammation du système digestif. Et en fait, c'est plutôt cette inflammation du système digestif-là, inflammation du coup de bas grade, quand elle va être répétée de manière régulière en plus, qui va être plus néfaste au niveau énergie. Et là, alors Ok. je ne saurais pas quels sont les mécanismes, mais effectivement, là, il y aura certainement un impact sur le sommeil. Et au niveau le pire étant la friture va provoquer une inflammation digestive plus importante. Donc la friture le soir, clairement, Éviter. ce ne sera pas bon pour bien dormir après. Mais du coup, si on prend, je dirais qu'un dîner qui peut être très bien, c'est moi je me couche à 22h30, donc je vais manger en général vers 19h30. Alors l'idéal serait plutôt de manger à 19h, mais déjà à 19h30, on va dire que ça va. Et du coup, un dîner qui peut être très bien, ça va être un morceau de poulet avec des légumes ratatouille ou quoi, et un petit peu d'huile d'olive. Ça sera digeste, à condition évidemment de bien digérer les légumes qu'on va avoir. Et ça, c'est du cas par cas sur qu'est-ce qu'on digère ou pas. Moi, Ouais. de toute manière, de manière générale, je recommande à la plupart des personnes de ne pas manger trop de lactose, trop de gluten, qui sont pour la plupart des adultes en fait très peu digestes Mm. et qui vont freiner la digestion, voire provoquer de l'inflammation. Donc c'est mieux. La lactose, c'est simple, hein, c'est qu'on n'a pas les gènes pour le digérer, pour Oui. 70% des Français. Et le gluten, c'est simplement, on le digère de base normalement dans la nature plutôt bien, mais il y en a tellement, et Ouais, le gluten tellement, a été tellement modifié qu'aujourd'hui en fait on le digère mal. Et c'est une protéine qui va provoquer vraiment l'inflammation du système digestif. Et il n'y a pas besoin d'avoir une maladie cœliaque pour ça. Il y a juste à essayer. Une semaine sans gluten. Normalement, on a moins de gaz, on est plus léger, on se sent mieux. Bon, moi, en fait, je l'ai tout simplement banni. On me donne un cookie avec du gluten, je le mange, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon quotidien, je mange extrêmement peu de Oui. gluten. Et je vais. C'est toujours le 80-20 qui est important, quoi. C'est ça. Et je vais manger des pâtes lentilles de corail, du pain camut, petit épeautre, et pas du pain classique, ni des pâtes normales. Et maintenant, quand on mange des pâtes normales, honnêtement, je trouve ça vraiment pas terrible. Niveau goût ok. et tout. Ok, Bon, ok. on s'habitue, hein, on s'habitue Ouais, à ce qu'on bien sûr, mange. bien sûr. Au début, la transition peut être compliquée, mais après, avec le temps, on s'habitue vraiment à ce qu'on mange. Et maintenant, pour rester un petit peu dans le thème de la nutrition, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires, toi, que tu recommandes niveau sommeil,
Est-ce que tu parles de compléments alimentaires à tes coachés ou pas du tout? Oui, en fait, je mets en place un protocole qui est dédié pour les coachés. Euh, Maintenant, je fais pas encore, en tout cas, de prise de sang j'avais écouté ton podcast avec Pauline. Moi, je suis pas pharmacien, ou médecin, je fais pas de recommandations très précises. C'est plus des recommandations générales et des tests. En fait, on fait des tests surtout. On voit si mettre en place quelque chose que, a priori, dont tout le monde est déficient, est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça t'aide pas? Rien que ça. Donc en fait, on fait une semaine avec, on fait une semaine déjà de mesure sans, une semaine avec ensuite, et une semaine sans à nouveau, pour mesurer en fait si la semaine avec déjà était meilleure, et si en fait la semaine après sans du coup à nouveau été moins bien. Et donc là, si on a les deux confirmations, c'est qu'a priori quand même le complément alimentaire est nécessaire. Et donc il y a des compléments alimentaires dont vous avez déjà parlé en plus sur le podcast, magnésium, qui est, a priori, on est tous déficients en magnésium parce que c'est très dur d'en avoir assez dans l'alimentation. Et le magnésium, pour le coup, c'est assez utile pour le sommeil, notamment en fait pour faire le GABA, qui est neurotransmetteur, etc., qui aide en fait justement à la relaxation. Donc, a priori, quand même, ça pourrait aider d'avoir assez de magnésium. Donc moi, éventuellement, je peux recommander d'en prendre. Mais en fait, là, c'est vraiment le 1% d'optimisation, alors que pour la majorité des personnes, il y a déjà oui. Il y a déjà le 80% à aller chercher. Après, même le 20%, enfin le 19% à aller chercher. Et là, on est encore sur le 1%. Enfin, c'est vraiment je trouve, de la enfin, c'est pas de la suroptimisation, parce que moi, j'en prends personnellement. Et voilà. Mais c'est vraiment, je trouve, adressé aux personnes qui... Oui, c'est du détail, on est bien d'accord. Déjà, voilà, moi, j'ai tendance à dire 5%. Peut-être 5%, ouais. Ah ouais, 1%, bon, c'est vraiment faible, mais peut-être 2-3%. Ouais, je suis là-dessus. C'est dur à dire, de toute façon, c'est dur à dire. Ouais, carrément. Ça dépend ce qu'on mesure, mais oui. Et sur les tests que tu fais, du coup, tu trouves que les personnes... Il y a beaucoup de personnes qui te disent oui, elles ressentent un bénéfice sur une semaine plus qu'une autre? Oui, on peut mesurer et on peut, en fait, on peut, enfin, de toute façon, moi, je fais les mesures. Et donc, en fonction de manière subjective, en fonction de ce qu'elles me disent, je peux quand même savoir si c'est plus ou moins efficace ou pas. Et bien évidemment, on fixe toutes les autres variables pour faire en sorte que on n'est pas en train de bouger autre chose en même temps. Okay. Et donc souvent, ouais, je peux savoir si c'est oui ou non, si ça va vraiment être utile ou pas pour la personne, quoi. Le souci que tu vas avoir en faisant ça avec des compléments alimentaires, c'est le temps que le corps assimile. Pour le magnésium, pour que les réserves soient réellement impactées par la prise de compléments, il faut compter 2-3 semaines. C'est pas immédiat, quoi. Okay. Et alors pour le GABA, quand on prend du GABA en complément, je crois que c'est très rapide. En quelques jours, c'est censé avoir un impact. Mais magnésium, zinc, il faudrait regarder exactement, mais c'est quand même plus diffus. Le plus long étant les compléments en fer. Bon, ça, c'est très spécifique. Ne prenez surtout pas des compléments en fer. C'est sans faire de prise de sang avant. C'est vraiment en cas de carence. Mais pour le fer, ce sera quasiment 2-3 mois pour que les niveaux remontent réellement. Okay. Et en fonction des compléments, il faut que le corps puisse bien les assimiler, qu'il y ait des évolutions au niveau des circuits d'assimilation, parce que pour le magnésium, on a plusieurs circuits d'assimilation en fonction de la forme de la molécule, c'est bisglycinate ou autre, quoi. Et du coup, il faut qu'en fonction de chacun de ces circuits, le corps puisse bien assimiler et que le niveau puisse remonter, que derrière les circuits hormonaux refonctionnent avec plus de magnésium et que ça ait un impact bénéfique sur... Ah ouais, je le voyais pas comme ça du coup. Mais ouais, mais après, c'est vraiment du cas par cas en fonction de chaque complément, quoi. D'accord. Il y a des compléments, c'est vraiment très rapide. Par exemple, la créatine, en une semaine, on est censé avoir un bénéfice. On monte en niveau, ouais. Maintenant, il y a d'autres compléments, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et qu'est-ce que tu penses des compléments qui vont jouer sur le stress, type ashwagandha ou rhodiola, ce type de compléments-là? Oui. Si tu les as déjà recommandés? Non, moi je recommande pas ça parce que je suis pas médecin, je suis pas pharmacien. Et pour le coup, je sais pas exactement. En fait, j'ai vu des choses sur l'ashwagandha comme quoi en effet ça peut diminuer un petit peu les niveaux de cortisol. Mais encore une fois, ça va dépendre si est-ce que le cortisol
de manière générale, il est élevé de manière chronique, enfin toute la journée, ou est-ce qu'il justement il est élevé de la bonne façon le matin et pas le soir? Donc en fait, à moins de faire des mesures en laboratoire, et puis après moi je pourrais même pas les analyser. Donc non, moi c'est pas ce que je recommande. En fait, je suis très basique sur les compléments. Je fais vraiment les basiques, magnésium, zinc, vitamine D, parce qu'on est tous Ouais. en carence de vitamine D, et que ça peut aussi avoir des effets sur le sommeil. Donc voilà. Sur le Et puis sommeil, l'oméga 3 aussi. au niveau complément alimentaire, ouais, c'est ça, globalement, magnésium, zinc, sur du long terme, Ouais. ça aide normalement à mieux dormir. Et pour le coup, là, il y a pas mal d'études sur ces deux-là qui ont pu le montrer. Il faut savoir qu'une étude sur un complément alimentaire, c'est catastrophique à faire, c'est insupportable, parce qu'en fait, c'est Mhm. tellement isolé, tellement rien du tout, que parfois, il y a des personnes qui vous disent non, mais les compléments alimentaires, on ne sait pas que ça marche. Ouais. C'est très compliqué d'aller le démontrer, il faut le savoir. Une étude, il faut des personnes, il faut pouvoir isoler les facteurs, donc très très difficile d'aller le démontrer. Maintenant, on peut voir si les niveaux sanguins remontent. Bon, mais après, c'est encore une fois, c'est du détail. Mais du coup, magnésium, zinc, sur du long terme, qui vont avoir un impact positif. Le GABA directement, qui peut aussi aider. Et c'est les trois compléments principaux qui jouent un petit peu directement sur le sommeil. Après, vitamine D qui va permettre de mieux réguler son système hormonal. Et la vitamine D, c'est un complément qui est nécessaire hein, à prendre en Ouais, hiver. c'est Ça, vraiment pour ceux qui nous important. écoutent, si vous ne prenez pas de vitamine D en hiver, commencez à le faire. À moins de manger beaucoup d'œufs. Personnellement, j'en prends pas forcément, mais j'habite à Nîmes, je m'expose au soleil et je mange 6 œufs par jour. Donc mes niveaux de vitamine D, ils sont bons. Voilà. Et ensuite, Moi j'habite à Nîmes, j'en prends. Hein, ouais. Mais après, dans les œufs, il faut savoir qu'il y a pas mal de vitamine D. Ouais, parce que moi je prends pas d'œufs. Enfin, je mange pas d'œufs. Et si on mange beaucoup d'œufs, Ok, ça ça je va. savais pas. Ouais. Et ensuite, on a d'autres compléments qui peuvent jouer un petit peu. L'ashwagandha, lui, c'est un complément qui est mitigé. Pourquoi? Parce que c'est un Oui, complément qui permet d'abaisser un petit peu son niveau de stress global, on va dire, mais qui va lisser les niveaux de certaines hormones, notamment de la sérotonine. Et, et donc, c'est pas toujours positif. En fait, ça peut rendre quelqu'un moins émotif. Donc, il faut le savoir, Mhm. l'ashwagandha, sur du long Ok. terme, peut avoir un impact sur les émotions et sur comment on se sent. C'est un complément qui est très, très puissant, hein, qui a vraiment un gros impact sur le corps. Et après, on a les oméga 3 qui vont avoir un impact indirect puisqu'ils vont participer à la formation des membranes cellulaires. Oui, Donc c'est intéressant puisqu'ils vont aider les hormones à mieux fonctionner. Donc en fait, oui. Puis les oméga 3 indirectement permettront d'avoir une meilleure régulation au niveau de la mélatonine, du cortisol et de tout le corps. et pour la santé cardiovasculaire aussi, forcément en fait ça aide d'avoir un bon cœur pour bien Bah, dormir. Hein. après surtout, en fait, C'est simple. le Hein. corps c'est un système Voilà, c'est multi-imbriqué. Donc ça. à partir du moment où on a un impact sur quelque chose, bon, mais voilà, principalement, je dirais que c'est ces compléments-là qui vont pouvoir jouer. Et après, beaucoup de personnes prennent de la mélatonine. Personnellement, j'ai tendance à la déconseiller en Mhm. tant que complément. Maintenant, vous pouvez regarder les études. En fait, c'est très mitigé. Et là, c'est un gros débat qu'il y a aujourd'hui sur la mélatonine de est-ce que c'est bénéfique ou pas. Je t'ai parlé tout à l'heure des somnifères. Les somnifères, là, aujourd'hui, il n'y a plus débat. La plupart des médecins spécialistes du Il n'y a sommeil plus de commencent débat. à les déconseiller, à dire Il n'y a non, pas de ça débat. flingue le Ouais. sommeil sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on en a parlé dans le podcast avec le docteur Morgan Aldo, que tu pourras aller voir juste après Mhm. si ça te plaît. Je dis ça Ouais. pour ceux qui nous Donc, regardent et nous mais moi écoutent. avec plaisir. Bah, tu pourras le regarder aussi. Il a écrit un super livre sur le sommeil que tu peux lire et qui est enfin, vraiment complet. Super. Et du coup, lui, il explique en fait que ça vient casser complètement le sommeil paradoxal et qu'on se retrouve à plus avoir de sommeil paradoxal, à pas récupérer et que c'est pas bon du tout. Oui, puis surtout pour les. Je réponds pour d'abord les somnifères, puis après la mélatonine. Mais pour les somnifères, en fait, très rapidement, le corps devient addict à ces substances. Et très rapidement, il y a aussi une tolérance qui se crée. Donc, faut en en fait, prendre très plus. rapidement, il faut en prendre de plus en plus. Et très rapidement, on ne peut plus en prendre plus. Hmm. Et donc, en fait, on revient au niveau d'avant l'insomnie, mais avec les somnifères. Donc, en fait, alors peut-être qu'on dort un tout petit peu mieux, mais enfin, voilà. Peut-être qu'on a l'impression de dormir un peu mieux, mais voilà, c'est complètement différent. Et au-delà de ça, le sommeil sous somnifère n'est pas du sommeil, c'est pas un sommeil. C'est un coma. C'est une sédation. Les somnifères, c'est des sédatifs, donc on vient éteindre le corps de force au lieu de le laisser faire son travail, parce que le sommeil, on a tendance à penser que justement le corps il est éteint. En réalité, le corps, oui, est éteint
le cerveau n'est pas du tout éteint, le cerveau est extrêmement actif pendant le sommeil, et c'est une phase active pour lui autant que la journée en fait. Il est en train de faire plein de trucs pendant le sommeil, il s'occupe de gérer la mémoire, il s'occupe de gérer les émotions, il s'occupe de gérer toute la récupération du corps. En fait, lui, il travaille toute la nuit quasiment. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il se repose, mais il se repose de façon entre guillemets active. Donc là, tout ça avec les somnifères, ça passe à la porte quoi. Et pour la mélatonine, moi je déconseille aussi la mélatonine. Il y a une étude très récente qui donne un petit œil sur une consommation régulière de mélatonine. Et il y aurait des risques potentiels de maladies, d'arrêt cardiaque et de maladies cardiovasculaires à cause d'une prise de mélatonine qui serait trop longue. Alors c'est une association, c'est une étude où ils viennent regarder une association entre les gens qui prennent la mélatonine et la mortalité par, je crois que c'est infarctus. Donc bon voilà, c'est une association, c'est jamais une cause directe, mais ça ne va pas dans le bon sens. Pour un complément qui est censé améliorer la vie, ça ne va pas dans le bon sens. On va dire que cette association-là, elle est compliquée parce que, pour expliquer, c'est ce qu'on a très souvent en fait quand on essaie d'isoler un facteur. Cette association-là, la question, c'est est-ce que c'est une association ou un lien de cause à effet, oui. une corrélation directe, une causalité directe, pardon. Mais du coup, la question, c'est on a 100 personnes qui sont en bonne santé qui prennent pas de mélatonine et on a 100 personnes qui sont en moins bonne santé qui prennent de la mélatonine pour mieux dormir. Mm-hmm. On a 10 infarctus et problèmes neurodégénératifs chez les personnes en bonne santé. On en a 20 chez les personnes en mauvaise santé qui prennent de la mélatonine. Est-ce que réellement il y a un lien? Alors j'exagère pour montrer. C'était quand même. Alors pour le coup, j'ai quand même vu des médecins. Enfin voilà, à la suite de la publication de l'étude, j'ai quand même vu pas mal de personnel du corps médical. C'est pour ça, moi aussi, je base mes interprétations sur celles du corps médical en fait aussi. Et juste je partage voilà tout ce que je trouve. Mais voilà, ça a soulevé un petit peu d'inquiétude parce que l'étude s'est quand même faite sur, je crois, 65 000 personnes. Du coup, c'est quand même un gros. C'est deux gros groupes, je crois, je sais plus si c'est deux groupes de 65 ou deux groupes de la moitié. Alors, je n'ai pas vu cette étude. Maintenant, je pense qu'il s'agit d'une étude statistique. Donc, ça veut dire qu'on demande à des personnes de répondre à un questionnaire. Est-ce que vous prenez de la mélatonine? Oui, non. Est-ce que vous avez eu un problème cardiaque dans l'année? Potentiellement, en gros, c'est un sondage. Donc, c'est pas une analyse en laboratoire très qualitative. En effet. Mais beaucoup de ce qu'on a aujourd'hui en termes de nutrition et de santé est basé là-dessus. Ouais. Mais le problème de ces analyses-là est qu'elles ont une validité limitée parce que les interprétations ne nous expliquent pas forcément les problèmes. C'est le cas par exemple de la viande rouge. La viande rouge, on la limite aujourd'hui parce qu'elle augmente de 19% le risque cardiovasculaire. 19%, c'est rien du tout. C'est-à-dire que si on prend la cigarette augmente de 3000% le taux de cancer du poumon. Ah oui, d'accord. Donc là, on a une vraie causalité. 19%, on ne sait toujours pas si la viande rouge est favorise réellement les accidents cardiovasculaires. Alors évidemment, moi je dis à ceux qui m'entourent de ne pas en surconsommer, mais c'est-à-dire qu'on a pris une décision de santé globale et on a mis en place des politiques de santé sur une étude de ce type-là, en fait, basée sur des statistiques qui a une portée limitée et qui a ça c'est sûr, faut faire gaffe. Une interprétation un petit peu limitée. Donc c'est pour ça, moi je suis contre le fait de donner de la mélatonine à des gens pour aller en fait remplacer un fonctionnement normal alors qu'on peut trouver d'autres solutions comme toi tu le fais avec tes clients. Ouais, exactement. Mais pour autant, je ne sais pas si cette étude-là, si on peut vraiment faire cette association-là, il faut creuser et vraiment être certain. Ouais, mais en fait moi il y a un truc, je pars du... Moi, après, je suis comme ça, mais moi, je suis très basique pour le coup. Je me demande, est-ce que c'est ce qu'on faisait avant, donc il y a très longtemps, pendant la majorité de notre évolution. Et alors, manger de la viande rouge, on l'a peut-être plus ou moins toujours fait. Donc, voilà, ça m'inquiète moins. Après, encore une fois, ça va dépendre des études. Moi, pareil, j'en abuse pas, mais j'en consomme quand même. Donc ça, c'est voilà, d'un côté. Mais par contre, la mélatonine... rajouter des hormones, parce que la mélatonine est une hormone, rajouter des hormones, c'est autre chose. Et puis c'est très récent, surtout c'est un truc qu'on a fait depuis, je ne saurais pas dire depuis combien de temps exactement, mais peut-être 20, 30, 40, 50 ans.
c'est voilà, c'est à l'échelle de notre évolution. Nos corps ne sont pas spécialement habitués à évoluer avec ça. Et donc, moi, j'essaie toujours de me dire comment est-ce qu'on peut donner au corps les signaux qu'il a besoin et dont en fait il a toujours eu besoin pour évoluer en fait. Et donc, les signaux dont il a toujours eu besoin, c'est la lumière, c'est en fait manger à des horaires régulières, se lever en fait à des horaires régulières. Bon, avant il se levait avec le soleil carrément, mais du coup au final on peut se lever avec des horaires régulières, ça marche très bien. Et donc voilà, en fait c'est tous ces points-là, et de toute façon les comportements et comment en fait enfin les habitudes, les comportements, voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement nos habitudes, ça va être 90% du gâteau, et les 10% restants, ça va être tous les petits trucs qu'on peut micro-optimiser et qui sont hyper utiles pour ceux qui cherchent la performance. Mais là, du coup, on est vraiment sur du 10% restant. Et déjà, avec des habitudes, on peut faire, même pour des gens qui ont bien avancé dans tout le reste, on peut encore améliorer les habitudes et ça aura toujours un meilleur levier, je trouve, que le reste, quoi. Donc voilà. Carrément, là tu reviens sur un point important qui est que quand on veut améliorer sa santé, son quotidien, son bien-être, en fait, 80% de ce qui compte réellement, de ce qui est le plus important, c'est des choses qui semblent un petit peu banales parce qu'on les a déjà entendues, parce elles paraissent assez simples, mais elles sont rarement bien faites. Exactement, Et c'est il très faut dur de les bien réussir faire. à De bien les faire ces ouais. C'est 80%-là très dur. Ouais. avant d'aller chercher du détail. Et pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens savent, faut faire du sport, bon, oui, mais c'est pas du cardio comme ça, en mode bourrin, ça va être plutôt ça. Et en fait, c'est à chaque fois plein de choses que les gens, auxquelles les personnes sont assez habituées, qui vont leur permettre d'avoir le plus de résultats possible. Et par contre, après, le reste, où ils sont là à se dire, tiens, est-ce que le verre de citron le matin va me permettre d'avoir moins de gras et de brûler plus de gras sur la journée? Là, on est dans le détail. Et ce n'est pas ce détail-là qui doit venir remplacer les changements principaux qui vont réellement permettre à la personne d'être mieux en meilleure santé. Oui, exactement. Mais les règles générales, que ce soit pour la prise de poids, enfin la prise de masse, parce que moi la prise de masse, la perte de poids du coup plutôt, ou améliorer le sommeil, enfin ouais, il y a des règles générales et souvent, comme tu dis, c'est plus que les règles on les connaît, mais les appliquer c'est là où c'est compliqué. Et rien qu'en termes de lumière, de luminosité, même si on travaille dans des bureaux qui sont assez illuminés, qui sont même avec des grandes fenêtres et tout, on se dit bon voilà, je vois le soleil, je vois la lumière toute la journée. En fait, en réalité, alors à moins de travailler vraiment proche de la fenêtre, quoi, en réalité, la plupart du temps, on n'a pas du tout assez de luminosité dans la journée. Et c'est ça le grand fléau, quasiment depuis l'ère industrielle, qui nous cause. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir toutes les maladies chroniques, enfin vraiment une quantité de maladies pas possible. C'est vraiment remonté à partir de l'ère industrielle, au moment où il y a eu l'électricité, les lumières, les lumières pendant la journée, pendant la nuit plutôt, et le moment où on a commencé à s'enfermer en fait et à travailler dans des bâtiments. Et donc ce changement-là, il s'est vraiment fait à partir du moment où il y a eu l'électricité, et on a vraiment commencé à travailler dans les usines ou travailler dans les bâtiments, enfin là, le tertiaire, service tertiaire. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a tous les problèmes. Et parce que en réalité, ça vient toucher à nos habitudes de vie. Et au lieu de passer toute la journée dehors, en fait, on passe toute la journée à l'intérieur. Alors oui, on fait plus des métiers où on se casse le dos, mais ce qui serait encore mieux, ce serait de ne pas se casser le dos et d'être à l'extérieur, quoi. Et là, ça serait, c'est parfait. Ouais. Et bon, d'ailleurs, courage à ceux qui font des métiers qui sont durs physiquement pour le coup. Mais souvent d'ailleurs, ceux qui font des métiers qui sont durs physiquement, qui sont dehors, ils n'ont pas de problème de sommeil. C'est bizarre. C'est pas ceux-là qui ont des problèmes de sommeil, c'est les employés du tertiaire ou les autres. Mais ceux qui sont dehors, ils dorment bien, ils dorment très bien d'ailleurs. Ouais, quand on s'est fatigué la journée des pensées, ça aide aussi. Oui, et puis le rythme circadien, quoi. Voir de la lumière toute la journée, c'est hyper important. En fait, c'est énormément sous-estimé. C'est pas que le matin. Et après, pour la vitamine D, parce que j'ai parfois la question, la vitamine D, si vous voulez la synthétiser, faut être dehors, être au bord de la fenêtre, même s'il y a un grand soleil. Oui, en plus. En fait, c'est les rayons UV qui déclenchent la sécrétion de vitamine D par la peau. Ça marche pas à travers une fenêtre. Donc, il faut être dehors.
Après, pour le pic de cortisol le matin, bon, ça peut quand même le déclencher si vraiment il y a un grand soleil à travers la fenêtre. Mais pour la vitamine D, ça ne marchera pas. Oui, un truc que vous pouvez utiliser pour le coup qui est très applicable, c'est de télécharger une application qui s'appelle Light Meter, Light Meter, METER, et qui permet en fait, alors je crois que c'est une application pour régler des appareils photo de base. Ok. Ça permet en fait juste de voir quelle est la luminosité, l'ouverture, etc. Enfin bref. Nous, ce qui nous intéresse, le chiffre qui nous intéresse, c'est les lux, LUX, et c'est une mesure de l'intensité lumineuse. Et donc, on vient mesurer l'intensité lumineuse et on vient essayer de voir, est-ce qu'on peut pas essayer d'avoir, allez, 100 000 lux le matin. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir les 100 000 lux le matin. Comment est-ce qu'on a 100 000 lux le matin? Grosso modo, on s'expose pendant 10 minutes à 10 000 lux, par exemple. Ça suffit. Ou on s'expose 100 minutes à 1000 lux, enfin bref, on se comprend. Mais voilà, on essaye d'avoir une exposition totale pendant les 2 premières heures, à peu près 100 000 lux. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est à l'intérieur, il y a très peu de lux, enfin, il y a vraiment très très peu de luminosité. Même là où on est dans un environnement qui est un peu de studio, qui est très très lumineux, si je devais estimer les lux qui arrivent jusqu'à ton œil, bon là on a quand même vraiment une lampe qui est vraiment très lumineuse, mais c'est peut-être 1000 lux, et pourtant on a quand même des lampes qui sont très très lumineuses, qui normalement ne sont pas allumées la journée en temps normal en fait. Ah vrai, on les a plein, enfin dans les yeux, Et on les enlève. alors que le soleil, on l'a... Enfin, là, c'est comme si on regardait le soleil on regarde la source de lumière quasiment dans les yeux, donc c'est très fort. Mais par contre, dehors, comme le soleil vient du dessus, c'est pas la même chose et c'est plus puissant, mais on l'a pas en pleine face. Ouais, et puis voilà, le soleil c'est extrêmement puissant, même quand il fait gris dehors, et qu'il fait jour par contre quand même quand il fait gris, il y a énormément de luminosité. Et ça peut monter à 20 000, 30 000 lux alors qu'il fait complètement gris, quoi. Donc pour le coup, on sous-estime énormément le fait d'être dehors, quoi. Carrément. Donc sortez un petit peu. pour pouvoir prendre le soleil et mieux dormir derrière. Exactement. Ben, merci beaucoup Ewen pour tous ces partages, pour tous ces conseils-là. Je pense que tu en as appris beaucoup à tous nos auditeurs sur le sommeil. Où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on retrouve tes conseils? Sur Instagram et sur TikTok, @ewenhervé, donc EWENHERVE. Voilà. Pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, vous avez le lien de son Instagram dans la description. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que ça t'a plu. Un dernier conseil avant de nous laisser? Avec plaisir. Très simple, soyez réguliers sur vos heures de réveil. On le répétera pas assez. C'est le plus important. Voilà. Même le week-end. Même le week-end. Carrément. Merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous nous écoutez, pensez à mettre 5 étoiles. Si vous nous regardez, pensez à aimer, mettre un commentaire et partager. Ça nous aide énormément pour faire de plus en plus d'épisodes. Et pour avoir plus de conseils, regardez en description. Vous avez des cadeaux, vous avez mes accompagnements, vous avez le Instagram d'Ewen pour aller plus loin sur le sommeil. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Abonnez-vous. Force! Salut. Merci Ewen. Avec plaisir. Hop, je vais couper les caméras. Ça t'a plu? Ouais, franchement, c'était top. Un plaisir d'échanger.